Dans seulement quelques semaines, le peuple des États-Unis se rendra aux urnes pour élire un nouveau président. N'est-il pas fou que le sort du pays, voire du monde, dépende uniquement des votes? Parmi ces 7 États, qui soit dit en passant, ne représentent qu'environ 15% de la population du pays. Dans cette vidéo, je vais essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi ces 7 États sont actuellement des États clés, et pourquoi les États clés comptent autant dans les élections américaines. Quelqu'un a commenté récemment « Yo, ne fais pas de politique dans tes vidéos ». Mais je ne fais pas de politique, je ne dis à personne pour qui voter. Je porte une chemise verte pour rester neutre et j'explique le fonctionnement du système politique. En tant qu'Européen, avec beaucoup de spectateurs européens, ce système est vraiment déroutant, non? Et je veux juste en parler un peu, pour nous permettre de mieux comprendre notre réalité. En raison de leur système électoral particulier, le vainqueur de la présidentielle américaine n'est pas toujours celui avec le plus de voix. Au lieu de cela, le gagnant est déterminé par le collège électoral, une institution où des représentants ou grands électeurs de chaque État votent en fonction des résultats de leur État. Les pères fondateurs ont créé le collège électoral dans la Constitution, en partie comme un compromis entre ceux qui voulaient que le président soit élu au suffrage populaire et ceux qui voulaient qu'il soit élu par les représentants au Congrès. Les États les plus peuplés ont plus de grands électeurs, mais il n'existe pas de lien direct. Et cela nous amène à une situation où les petits États sont clairement avantagés dans leur représentation, en fait. Ils sont surreprésentés. Par exemple, le Texas a 40 votes électoraux sur les 538 du pays, mais sa population est de 30 millions d'habitants. Ils n'ont que 6 votes électoraux pour 5 millions d'habitants, alors que le Wyoming, avec 600 000 habitants, en a 26. Ce système, bien que fou et parfois injuste, peut donner un gagnant sans majorité populaire. Cela explique pourquoi certains États sont si importants lors d'une élection. Un candidat remportant Californie, Texas, New York et Floride serait presque à mi-chemin de la présidence. Même avec ces 4 États, il reste difficile pour un candidat de gagner les plus grands États et de s'arrêter là. Les démocrates remportent certains, et les républicains d'autres, car les votes suivent souvent les lignes de parti. Les partis manquent de chance ou de malchance. Ainsi, ces grands États sont vus comme indécis ou pivots, ce qui concerne la plupart des États de l'Union. Depuis 2036 États ont toujours voté pour le même parti. Seuls 15 États et 2 districts du Nebraska et du Maine ont varié. Et même avec ces 15 à l'approche de l'élection de 2024, de nombreux États affichent désormais une tendance politique, penchant vers les démocrates ou républicains selon les sondages, souvent avec des marges. Cela ne nous fait pas croire qu'ils changeront de camp. Chaque parti a désormais un électorat fidèle sur lequel il peut compter. Les démocrates disposent de 226 grands électeurs quasiment acquis, tandis que les républicains en comptent 219. Mais les autres États, qui ne penchent ni d'un côté ni de l'autre, sont tellement serrés, au milieu, qu'ils peuvent basculer d'un côté ou de l'autre, d'où leur nom d'État pivot. Et parce que les deux partis sont tellement confiants dans leur électorat cristallisé, et qu'ils savent qu'ils vont obtenir ces voix de toute façon. La plupart du temps et de l'argent de la campagne sont donc consacrés à ces États pivots, car ils savent que la victoire passe par eux. Actuellement, pour cette élection, il y a au moins 7 États pivots en jeu. Découvrons lesquels selon le site web. 270 to win qui, d'ailleurs, est plutôt amusant et vous permet de faire ces prédictions interactives des résultats sur la carte. 7 États peuvent être qualifiés de pivots ou indécis. Le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Et avec l'électorat cristallisé qu'ils ont déjà, aucun des camps n'a besoin de remporter les 7 États pour accéder à la présidence. Ils ont juste besoin d'une combinaison de ces États, qui leur permettent d'atteindre 270 grands électeurs. Les démocrates doivent juste remporter le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Si les républicains gagnaient les 4 autres États clés, ils auraient 270 à 268, probablement l'élection la plus serrée pour eux. Ils doivent juste gagner la Caroline du Nord, la Géorgie et la Pennsylvanie. Il semble vraiment que, peu importe quels autres États clés ils remportent,
La voie vers la victoire pour cette élection consiste à pouvoir gagner, en Pennsylvanie. Certains citent le deuxième district du Maine, généralement républicain, et celui du Nebraska, habituellement démocrate, comme potentiellement indécis. Certains disent que le Texas ou la Floride ne sont peut-être pas aussi sûrs pour les républicains. Des sondages montrent des victoires républicaines dans la marge d'erreur. Je pense que c'est surtout un vœu pieux des démocrates. Mais si c'était vrai et que les démocrates prenaient de l'avance au Texas, ils atteindraient 266 voix. Ils n'auraient qu'à gagner un autre État clé parmi ces 7 pour l'emporter. En résumé, le collège électoral fait en sorte que les États, qui ne penchaient pas clairement vers un parti ou l'autre, deviennent décisifs à chaque élection. Et il est important de noter que même si ces 7 États clés sont actuellement considérés comme tels, ils ne conservent pas ce statut de façon permanente. Cela peut changer à chaque élection. En 1988, Bush a remporté la Californie, et en 2008, Obama a remporté la Floride, 2 États que l'on n'imaginerait jamais aller dans ce sens aujourd'hui. En l'an 2000, le recomptage révèle que 13 États étaient des États pivots, comme Washington, l'Oregon, le Tennessee et l'Arkansas, aujourd'hui fortement ancrés dans un parti. Même en 2004, de nombreux États du centre des États-Unis qui votent aujourd'hui systématiquement républicains étaient encore à prendre, bien que la tendance historique soit à la baisse du nombre d'États pivots. Avec tout le monde qui s'accroche à l'un ou l'autre camp selon ses préférences, on ne peut pas vraiment dire que cela va forcément se produire. En 2016, les républicains ont gagné la Géorgie et la Caroline du Nord, mais en 2020, les démocrates ont pris la Géorgie, et la Caroline du Nord est désormais disputée. Les choses changent, et les habitudes de vote dépendent beaucoup de qui sont les candidats de chaque camp et des politiques qu'ils poursuivent. À quel point leur parti penche à droite ou à gauche, ou même comment la population d'un État spécifique évolue au fil du temps. Certains groupes démographiques penchent davantage vers les démocrates, et d'autres penchent davantage vers les républicains. Si un État gagne ou perd soudainement beaucoup de ces personnes, son statut peut changer. L'éducation peut aussi faire qu'un État devienne cristallisé ou pivot. Des sondages cohérents montrent qu'une population plus éduquée a tendance à voter davantage du côté démocrate. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, les résultats des votes dans chaque État sont cruciaux à cause du collège électoral, qui attribue des grands électeurs à chaque État, et ce nombre n'est pas directement lié à leur population. Les résultats individuels de chaque État comptent donc davantage, et même si les grands États sont les plus importants, cela fait en sorte que les campagnes se concentrent dans les endroits où la victoire est encore incertaine, dévalorisant à la fois ceux qu'ils pensent gagner ou perdre, alors que de moins en moins d'États sont pivots. Qui sait? Peut-être qu'à l'élection de 2040, tout se jouera dans un seul État. L'histoire montre que des États auparavant pivots ont changé suite à des évolutions sur le terrain. Avec la population, le parti, le candidat et leur politique, cela pourrait créer plus d'États pivots où chaque campagne concentre son temps et son argent. Nous savons ce qu'est un État pivot, pourquoi il existe, son importance et lesquels le sont aujourd'hui. Si tu y vis, va voter. Peu importe le camp que tu soutiens. Tu dois être conscient que ton vote pourrait être celui qui décide lequel des 2 candidats remportera la présidence. Je manquerais à mon devoir si je ne terminais pas la vidéo en te montrant ce que je pense qu'il va se passer dans ces États pivots. Petite mise en garde importante, je ne suis pas analyste politique. Et même si j'aime beaucoup la politique, je ne connais pas assez la politique américaine pour donner un avis éclairé. Je base mon analyse uniquement sur les sondages récents, qui évoluent constamment. Donc garde cela en tête. Commençons par l'Ouest et avançons vers l'Est. En utilisant les moyennes de sondages les plus récentes, sur le site 538 comme référence, au Nevada, la plupart des sondages indiquent un léger avantage pour Harris. Donc, on peut attribuer cet État aux démocrates. C'est la même chose en Arizona. Les républicains mènent de 4 points dans l'Iowa, tandis que les démocrates devancent légèrement dans le Wisconsin. Encore une fois, cette carte indique que la Floride est un État indécis, parce que les sondages montrent une marge inférieure à 5%. Mais les républicains sont toujours devant, donc je pense qu'ils vont certainement le remporter. En Géorgie, c'est difficile à dire. Les sondages sont serrés, 3 à égalité, puis 2 contre 1, donc je valide. Les républicains ont plus 2 dans le dernier sondage en Caroline du Nord, donc je leur attribuerai aussi cet État. Même situation en Pennsylvanie. Mais au Wisconsin, Harris est devant. Et le deuxième district du Maine penche nettement républicain. Si c'était correct, ce serait
269 pour les démocrates et 254 pour les républicains. La décision dépendrait alors du Michigan, qui selon les sondages penche républicain. Cela créerait une égalité au collège électoral, ce qui n'est jamais arrivé, et montre encore combien ce système est absurde. Je veux dire, si vous allez faire quelque chose comme ça, faites au moins en sorte que le nombre de grands électeurs soit impair pour qu'il n'y ait pas d'égalité dans aucun scénario. Ce serait contraire à la tendance nationale, où les démocrates dominent le vote populaire. Qu'en pensez-vous? Peut-être que ma prédiction est totalement fausse. Ces sondages changent tout le temps, et on pourrait même dire qu'ils ne reflètent pas vraiment ce que les gens sur le terrain ont réellement l'intention de voter. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Pensez-vous que le collège électoral a du sens? Êtes-vous d'accord avec ma description des États clés et selon vous, qui va les remporter? Qui, selon vous, gagnera l'élection? Merci à mes mécènes pour leur soutien. La communauté Patreon grandit et ça me rend très heureux. Je publie des vidéos exclusives, donc si vous voulez accéder à ce contenu supplémentaire et me soutenir directement, assurez-vous de nous rejoindre là-bas aussi. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A bientôt pour plus de culture générale. Je ne sais même plus quel policier Moumin je vous ai déjà montré. Il y en a tellement. J'aime beaucoup celui-ci. C'est comme une maison, et puis il y a plein de moumins à la fenêtre. Et ouais, c'est vraiment cool. Le script fait 9 pages, d'habitude c'est 7. Peu importe, allons-y.